Excellente journée à tous et merci pour la fidélité à Pyramide FM. Bienvenue à notre rendez-vous dominical avec le monde politique. Dans une semaine, le monde politique togolais et l'ensemble des populations du Togo vont se souvenir du 27 avril 1960. Notre pays aura alors 61 ans. Il y a un an, les 60 ans avaient été manifestement infectés par la Covid. Les célébrations avaient laissé place à de vives inquiétudes. Il y a un an, en effet, les Togolais priaient pour ne pas mourir du virus. L'OMS venait à l'époque de prédire des millions de cadavres jonchant les rues de plusieurs villes du continent noir. Puisque les prédictions restent du domaine des humains, l'hécatombe annoncée ne s'est pas produit. Du coup, le Togo va-t-il célébrer autrement les 61 ans de son accession à la souveraineté internationale? Le traditionnel défilé va-t-il avoir lieu? Et que dit de l'adresse à la nation du chef de l'État? Fania Singbe, ces deux déplacements ces derniers jours, Paris auprès d'Emmanuel Macron pour resserrer les liens de coopération entre le Togo et la France, puis Brazzaville pour assister à l'investiture de Denis Sassou Nguesso, réélu pour un 4e mandat consécutif. Après 36 années de pouvoir, il a été officiellement déclaré vainqueur avec un score de 88,57%, mieux que les 86,37% du Béninois Patrice Talon. Le Bénin, laboratoire de la démocratie en Afrique francophone, est en panne. Les réformes portées par les nouvelles autorités de la rupture ont effectivement provoqué une vraie rupture au point que le processus électoral était devenu méconnaissable du point de vue de l'opposition, dont certains de ces ténors font la meilleure expérience des prisons africaines. Le nom de Rekia Madougou, bien connu à Uni au Togo, est revenu sans cesse. C'est sans elle que les militants et militantes du parti aux couleurs bleues ont célébré cette semaine le 9e anniversaire. Célébration dans la sobriété, si ce ne sont un office religieux ou encore cette déclaration du secrétaire exécutif Acholi Aklesso. Uni a remporté toutes les élections sur le plan politique grâce à l'éternel. Un nouveau départ, de nouvelles actions a traduit dans les faits pour le bien-être de la population. Fin de citation. Justement, le bien-être reste un enjeu véritable, même si les chiffres officiels soulignent que la pauvreté a nettement reculé dans le pays. Comment arriver alors à donner plus grandement de l'eau, de l'électricité, des pistes rurales, des salaires dignes aux populations des villes et campagnes du Togo? Par ces temps de pandémie, le slogan passe partout demeure. Rien ne va vraiment dans le pays. Mais en vérité, notre environnement est-il si noir, telles les ténèbres? La lumière, la petite lumière, n'est-ce pas aussi l'annonce de la démission du sélectionneur national des éperviers? Claude Leroy a choisi Paris pour annoncer aux Togolais et aux Africains qui ne dirigera plus le Togo. Cette annonce était déjà précédée d'une autre lumière, celle de la reprise du championnat national de football. Depuis quelques semaines, les stades du Togo ont retrouvé la vie. Les pelouses offrent à nouveau du spectacle. Les joueurs, les dirigeants se frottent sans doute les mains. La Liga espagnole et la première ligue anglaise ne seront plus seuls. Pour ce dimanche, c'est le professeur Oulou Komi de l'Université de Lomé et secrétaire général du PSR qui est notre invité. Le 96 50 34 37 et 70 43 09 70 sont les numéros de l'émission. Oulou Komi, bonjour. Bonjour aux auditeurs et merci de m'avoir invité encore une fois. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu, ça va. Et en parlant justement de Dieu, vous m'avez dit en entrant en studio que vous venez d'une célébration. Oui, effectivement, c'est la cérémonie d'investiture du président de l'église méthodiste du Togo, le pasteur Godson Lawson. Voilà, donc j'étais à cette investiture et voilà. Une grande cérémonie? Très grande cérémonie. Nous avons eu la présence de Madame le Premier ministre, de même que les représentants des églises étrangères méthodistes, j'allais dire du Nigeria, du Bénin, de la Sierra Leone. Je crois que c'est une très grande cérémonie. Est-ce qu'on peut dire, avec toutes ces présences d'acteurs politiques à cette cérémonie, que le lien entre le politique et le monde religieux, notamment au Togo, ce lien-là, il est important et il peut éventuellement influer sur le cours des événements politiques dans notre pays? C'est un lien indispensable. Et que nous soyons, vous savez, les Africains, particulièrement les Togolais, sont très croyants. Et chacun a des relations particulières avec son pasteur, son prêtre, etc. Et ils peuvent jouer un rôle fondamental, mais vous savez, encore faut-il que nous puissions tous les écouter. C'est fondamental. Vous avez l'impression que vous ne les écoutez pas assez? Écoutez, son pasteur, en réalité, le pasteur n'est qu'un homme.
Et quand je dis écouter le pasteur, c'est écouter le message dont il est porteur. Et il est porteur d'un message de Dieu. Et si effectivement tous nous écoutons suffisamment Dieu, et je crois que nous aurions eu moins de problèmes sur terre, et particulièrement au Togo. Et si tous nous écoutions suffisamment le Seigneur, je suis persuadé qu'on aurait réglé beaucoup de problèmes. Et c'est indispensable. L'humanité ne peut pas se passer de Dieu. Bien, merci pour ce petit détour par l'investiture du nouveau patron de l'église méthodiste du Togo. C'est la question que moi j'allais vous poser en premier, c'est si vous aimez le football. Nous sommes dimanche, certains sans doute iront encore dans les stades et depuis hier, il y a certains qui y sont allés, certains regardent la télévision. Vous particulièrement, est-ce que vous aimez le football? J'aime beaucoup le football. Quand j'étais jeune, je jouais et sans doute je n'étais pas un grand joueur, mais j'aime beaucoup le football et j'ai cessé il y a simplement quelques années. Et lorsque dans le cadre des activités culturelles des étudiants, ils organisaient des matchs entre les enseignants et les étudiants, je crois il y a encore 2 ans, j'avais joué, j'avais participé donc à ces matchs. J'aime beaucoup le football et je suis les choses aussi à la télé et particulièrement la Champions League. Vous êtes de Real par exemple? Ou le Barcelone? Disons que je soutiens le PSG. Vous soutenez le PSG? C'est clair que la prochaine opposition entre le PSG et Manchester City va donner encore lieu à beaucoup de discussions, notamment dans la vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez justement cela? Il y a le football national, les championnats dans nos pays en Afrique, mais c'est la Champions League, c'est les championnats européens qui intéressent beaucoup plus. Oui, malheureusement, parce que peut-être que les moyens ne sont pas suffisamment mis à la disposition de nos équipes pour que leur performance soit à la hauteur des attentes. Et je crois que c'est simplement là le problème, parce que si cela était bien organisé au Togo, si les équipes étaient bien équipées, les joueurs bien traités, et qu'on voyait des performances assez satisfaisantes, certainement qu'on aurait le même engouement pour le football togolais. Et c'est indispensable aussi qu'on en arrive à cette situation. C'est clair que le football togolais aussi a ses amoureux. C'est vrai aussi que depuis quelques années, ce football a des résultats carrément très mitigés ou des résultats médiocres pour un certain nombre de Togolais. C'est la faute au sélectionneur Claude Leroy qui a démissionné cette semaine. Comment est-ce que vous avez réagi à cette démission? Je dirais simplement qu'il était temps. Parce qu'il y a eu trop de polémiques, d'abord sur son arrivée. Et ce n'était pas là le problème, mais par rapport aux résultats obtenus. Et il est vrai que il se pourrait que plusieurs facteurs aient contribué à cette situation et que ce ne soit pas exclusivement de la compétence ou de la faute de l'entraîneur. Bon, c'est vrai, il a eu déjà à faire ses preuves ailleurs, mais si finalement au Togo, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et probablement qu'il y a un problème. Même si ça ne dépend pas de lui, à un moment donné, il faudrait se dire que j'avais une mission, malheureusement, même si ça ne dépend pas de moi, et je n'ai pas pu atteindre les objectifs, il faut savoir partir, il faut partir à temps. Ouais. Cette démission avait été souhaitée par beaucoup d'acteurs. Je ne sais pas si on vous a écouté sur le cas spécifique de Claude Leroy. On l'a attendu sur la durée parce que beaucoup attendaient cette démission depuis, au point qu'à la dernière journée des éliminatoires, la presse a carrément fait démissionner le sélectionneur national. Comment est-ce que vous expliquez que ça a traîné autant? Vous savez, je crois qu'il est arrivé sur la base d'un contrat. Et vous savez, la rupture d'un contrat, c'est ça sur le plan juridique. Et si c'est le Togo qui devait le démettre, il était probable qu'il y ait des conséquences juridiques. Et comme je le dis, lui-même aurait pu à un moment donné décider de partir en reconnaissant que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et bon, disons, c'est aujourd'hui fait. Et il vaut mieux réfléchir maintenant pour savoir comment relancer le football togolais et surtout la sélection nationale. Justement, c'est sur la relance qu'il y a des questions. On se rappelle qu'en 2006, le Togo était déjà à la Coupe du Monde de football. Cela avait soulevé des foules dans notre pays. Et puis au lendemain de la participation du Togo, depuis, on boit un peu du noix et on a l'impression comme s'il y a un manque d'ambition véritable.
au niveau des dirigeants de notre sport roi. Quels sont les leviers sur lesquels il faut éventuellement appuyer pour que très prochainement on retourne à la CAN, très prochainement par exemple on retourne à une Coupe du Monde? Vous savez, le retour à bref échéance à la Coupe du Monde, et je peux vous surprendre, ce n'est pas pour moi un objectif, je vais dire, indispensable. Pour moi, il faut un travail de fond, de sorte que nous puissions finalement, à long terme, disons, à moyen terme, avoir une équipe solide, c'est-à-dire commencer à travailler dès les écoles, le bas âge, et qu'on ait sur un long terme une équipe totalement compétitive. Même si nous nous débrouillons rapidement, nous allons aux prochaines phase finale, et qu'on n'a pas une politique soutenue derrière cette énergie, je crois qu'on aura des hauts, des bas, et surtout beaucoup de bas. Et le Togo, par le passé, a eu des périodes peut-être un peu glorieuses avec certains entraîneurs. Nous avons parlé du temps de Goller, nous avons eu avec Stéphane Keshi, mais ce ne sont que des épisodes plutôt limités dans le temps. Donc il faudrait mettre en œuvre une réelle politique qui nous permette de rester pendant très longtemps au haut niveau. Et cela est possible. Je suis persuadé que cela est possible. Nous avons des compétences, nous avons des jeunes. Quand vous les voyez jouer dans les quartiers, vous vous dites que si cela venait à être suffisamment encadré sur un long terme, et on pourra avoir une équipe très solide. Donc, il faut retourner à la base, préparer ces pépinières, faire évoluer. Et si Dieu le veut, effectivement, avec cet effort soutenu, nous pourrions devenir une très grande nation de football et pendant longtemps. En réalité, c'est ça vraiment mon souhait. Il faut donc qu'une politique sérieuse soit menée en la matière. On a l'impression que la même situation se produit un peu partout sur le continent africain. En fait, vous parlez de politique sérieuse. Mais quand vous prenez le Cameroun, quand vous prenez le Sénégal, quand vous prenez le Nigeria, l'Afrique du Sud, ces pays aussi ont participé à la Coupe du Monde. Mais par la suite, les résultats ou même l'organisation du football dans ces différents pays, et cette organisation laisse à désirer. Est-ce que c'est un problème africain? Parce que quand on fait le rapport avec les pays européens, on a l'impression que globalement, ils s'en sortent mieux que nous. Donc, vous voyez, c'est une question, ça fait partie de la vie, les hauts et les bas. Mais surtout, ne pas rester pendant longtemps, si vous voulez, dans les creux. Et quand je prends l'exemple de ces pays, vous pourrez parler du Nigeria, vous parlez du Cameroun, pendant longtemps, en réalité, elles sont apparues comme des équipes qui ont dominé le football africain. Ils ont émergé pendant longtemps. Alors que quand nous prenons notre pays, et toutes les fois que nous avons pu émerger, ce n'est pas pour longtemps. De sorte qu'on ne peut pas mettre toutes les équipes ou bien tous les pays sur un pied d'égalité. Que faire pour que le Togo puisse émerger et demeurer donc une équipe du football sur le plan continental pour longtemps? C'est de cela que je parle. Quand vous prenez les pays occidentaux également, quand vous prenez aujourd'hui l'Allemagne, et l'Allemagne n'est plus véritablement ce qu'elle était. Elle semble connaître aussi des bas, mais vous verrez que l'Allemagne ne restera pas pendant longtemps dans ce creux. L'Allemagne va encore émerger. Et effectivement, c'est ce qu'il faut. Il arrive parfois que vous soyez à la fin peut-être d'une génération où il faut encore une nouvelle énergie, vous restez dans le creux, mais il ne faut pas y rester pour longtemps. Et je crois que c'est cela qui doit être notre préoccupation, ne pas demeurer longtemps dans le creux. Voilà. Le prochain sélectionneur du Togo, à votre souhait, c'est un Togolais ou encore un expatrié? C'est difficile de se prononcer sur cette question. Si on peut trouver un sélectionneur togolais qui puisse véritablement faire une prestation et qui nous permette d'avancer, je crois que c'est la meilleure solution. Et vous savez que moi, d'un point de vue général, la promotion des compétences nationales me paraît absolue de tout point de vue. De tout point de vue, qu'il s'agisse de l'entrepreneuriat, qu'il s'agisse du football, qu'il s'agisse peut-être de l'éducation, la promotion des compétences locales permet donc et constitue pour moi quelque chose de fondamental. C'est à défaut qu'il faut peut-être donc aller chercher ailleurs. Et je crois qu'il est possible de regarder sur le plan national et ceux qui sont là, est-il possible de choisir parmi eux pour pouvoir avancer? Et on ne perdrait rien quand même à pouvoir expérimenter aussi un sélectionneur national pour voir ce que ça peut donner. Nous parlons de football en ce début d'émission, le football qui est un jeu
et les adversaires jouent pour gagner. Et je ne sais pas si on peut faire une comparaison avec la politique, puisqu'on sait également qu'en politique, les adversaires jouent pour gagner. Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre les deux? Je crois que, honnêtement, l'enjeu de la politique est beaucoup plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus sérieux. C'est vrai, on dit le football, c'est un jeu, et vous, comme le dirait Ngono, c'est un jeu avec de l'argent. Ça, c'est une autre situation, mais la politique, c'est encore plus sérieux que ça. Pourquoi je le dis? C'est le sort de toute une population qui est en jeu. Et ce n'est même pas la population, je vais dire, d'une nation, puisque la nation prend en compte ceux qui sont actuellement vivants, mais ceux qui viendront également. Et je crois que ce n'est pas simplement un jeu, et il y a des intérêts que je vais considérer comme déterminants, qui dépassent chacun des acteurs donc, dans la vie politique. Parce que quand on parle de la nation, c'est encore au-delà de toute chose. De sorte que la comparaison doit être faite avec une réelle retenue, je crois. Dans la comparaison, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut mettre le doigt. Je parlais tantôt d'adversaires, je parlais des victoires. Oui. J'ajoute également le fair play. Je ne sais pas si, par exemple, chez vous, en politique, vous faites la promotion du fair play. Lorsque vous faites la politique et que les conditions peut-être d'une compétition sont remplies, vous perdez, et bien évidemment, il faut faire preuve de fair play. En réalité, et les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Et vous verrez même que, de ce point de vue, peut-être que je ne suis pas totalement allé au bout de ma logique. Au niveau de la politique, nous avons même des convergences d'intérêts, qui est la nation. Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau du football, où chacun ne défend que son club. Et peut-être le jeu en tant que jeu, c'est peut-être leur point commun, c'est tout. Alors que nous, acteurs politiques, au-delà de ce fair play, nous avons un intérêt commun, qui est la nation. De sorte que malgré nos divergences, malgré nos difficultés et des moments de crise, et nous devons savoir que nous luttons pour le même objectif. Ce n'est pas qu'un camp remporte la victoire ou non, mais nous luttons pour le bien-être de ceux donc, pour qui nous luttons, c'est-à-dire la nation. Et de ce point de vue, je crois que les intérêts convergents, nous devons toujours faire preuve de retenue dans nos actions. Nous ne sommes pas des joueurs des clubs, ce ne sont pas simplement des questions de club. Un parti politique n'est pas un club, parce que au-delà de nos regroupements, de nos comportements partisans, l'intérêt pour lequel nous luttons dépasse et doit dépasser chacun de nos partis politiques. Je parlais tantôt de fair play. Est-ce que vous sentez que ce fair play-là, est-ce qu'il a les gens, notamment au plan national, entre vous, acteurs politiques, opposants et pouvoir en place, et entre acteurs de l'opposition? Je dirais sincèrement que non. Et c'est justement, comme je le disais, parce que les conditions d'une compétition au-dessus de tout soupçon, ces conditions ne sont pas réunies. Et il faut qu'ensemble nous puissions lutter pour y parvenir. Et je le disais, je crois certainement sur vos antennes déjà, moi je rêve de ce jour où on aura des élections au Togo et le perdant va adresser ses félicitations au vainqueur parce qu'il aurait reconnu que les choses se sont passées dans des conditions donc, normales qui sont au-delà de tout soupçon. Et il faut qu'on en arrive à cette situation. C'est indispensable. Et pour ceux qui sont au pouvoir et pour ceux qui sont dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition depuis bien longtemps, mais je voudrais qu'on s'intéresse à ceux qui sont aussi au pouvoir depuis bien longtemps. Et unis depuis 9 ans, au pouvoir après avoir succédé en termes de désignation ou en termes de dénomination au RPT. Cette semaine, ce parti a célébré son 9e anniversaire. Est-ce que vous le savez? Parce que c'était passé un peu inaperçu. Oui, et j'avoue que, disons que je n'ai pas suivi, mais je savais que c'était le 9e anniversaire devait arriver bientôt. Donc,
Et de ce point de vue, je dirais que je savais quand même qu'ils devraient fêter leur anniversaire. Ouais, tout est allé très vite parce que il n'y a pas très longtemps, on parlait de Blita, on parlait de Dabamé, on parlait de fusion-création, et il y avait toute la littérature autour de cet événement-là. Et puis, ça fait 9 ans déjà. Ça fait 9 ans déjà. C'est ça la vie humaine également. Notre vie est éphémère. On dira que quelqu'un a vécu 90 ans, quand vous regardez, vous voyez passer chaque année. Nous sommes tous éphémères. Et de sorte que le temps passe vite. Je crois que c'est dans la Bible, on dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, pour qu'on sache que tout est éphémère. 9 ans viennent de passer rapidement, et c'est de la même façon que les individus passent dans la vie, et finalement, nous partons. Donc ça va très vite. Et je me rappelle effectivement quand UNIR avait été créé, j'avais été invité à une émission sur la TVT où on a eu des débats sur cette question. Et voilà, c'est passé très vite. Voilà. Et cette semaine, il y a eu cette célébration, un office religieux à Lomé. C'est devenu en effet de beaucoup de partis politiques maintenant se retrouvent dans les églises. Est-ce que c'est pas conviction à chacun de savoir pourquoi il invoque Dieu, pourquoi il va à l'église. Et je ne peux pas me prononcer à leur place ou à la place de chaque parti politique. Moi, je sais pourquoi j'invoque ou je parle publiquement de Dieu et je connais mes convictions, mais je ne peux parler que pour moi-même. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises ici, quand je vois ma vie, quand je vois plusieurs situations, je le dis et je le confesse, je sais que sans Dieu, moi je ne suis absolument rien. Ceux qui adorent Dieu ne se reconnaissent pas les démarches de leurs semblables quand vous regardez le fonctionnement des responsables ou des militants de UDI. Vous reconnaissez des gens qui adorent le Seigneur, qui reconnaissent sa présence. Vous savez, je préfère ne pas me prononcer sur cette question. Et comme je vous le dis, c'est le Seigneur qui connaît les cœurs. Et je préfère laisser le Seigneur juger chacun d'entre nous. Voilà. Ce jour-là, le secrétaire exécutif de UNI a fait une déclaration qui insiste donc sur la présence de l'Éternel dans les démarches du parti. Je cite un extrait. UNI a remporté toutes les élections sur le plan politique grâce à l'Éternel. Réaction. Vous savez, ma conviction religieuse me permet de dire que le Seigneur peut décider d'un instant à l'autre de mettre fin à ce pouvoir et il pourra le faire. Il n'y a pas de doute. Il a tous les pouvoirs possibles pour le faire. Et cela me conduit à dire que si le Seigneur avait voulu mettre fin au pouvoir uni, il l'aurait fait. Donc, de ce point de vue, s'il dit que c'est grâce à l'Éternel, il a raison. Maintenant, une question fondamentale qui se pose. Si le Seigneur te donne un pouvoir, il te demande des comptes par rapport à ce que tu fais de ce pouvoir. Donc, il ne faut pas simplement se réjouir que l'Éternel m'a maintenu au pouvoir, mais aussi être en mesure de dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait de ce pouvoir. Et de ce point de vue, ce n'est pas à moi de réfléchir à la place de unir ou de ces dirigeants. À chacun de savoir si effectivement le pouvoir que l'Éternel a permis qui reste entre leurs mains, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est ça la question est fondamentale. Et donc quand il dit que c'est grâce à l'Éternel, c'est vrai, puisque si Dieu dit fin à ce régime, ça se passera à une seconde près. Et si ils sont là, c'est parce que le Seigneur ne l'a pas décidé pour l'instant. Mais encore faut-il qu'ils se demandent qu'est-ce que j'ai fait du pouvoir que le Seigneur m'a remis. C'est ça l'élément essentiel. Vous voulez confirmer ce qui est écrit dans Romains, toute autorité vient de Dieu? Vous savez, on isole souvent ce passage, toute autorité vient de Dieu. C'est vrai. Mais en réalité, on respecte les autorités parce que ces autorités doivent s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Et donc, l'autorité vient de Dieu pour que vous puissiez satisfaire les exigences de Dieu. Et donc, il faut toujours prendre cela en bloc. Le prendre en bloc de sorte que l'on puisse s'interroger, est-ce que ce que je fais est conforme effectivement à ce que Dieu demande? Voilà. Pour un pays comme le Togo, qu'est-ce que Dieu demanderait à ceux qui le dirigent?
Vous savez, le Seigneur a mis en nous un esprit qui nous permet de savoir le bien, de distinguer le bien et le mal. C'est aussi simple que ça. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et cela est valable pour celui qui est au pouvoir. Cela est valable pour le militant donc, ou le citoyen dans la rue. Face à une situation donnée, mets-toi à la place de l'autre et interroge-toi. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? Et dès lors que vous répondez à cette question, vous êtes en mesure de faire la part entre le bien et le mal et vous positionnez. Voilà. Et donc, et si, n'étant pas au pouvoir, tu aurais souhaité qu'on mette toute l'énergie nécessaire pour te faire sortir de tes difficultés et que tu ne souhaiterais pas être, plutôt que ceux qui te dirigent soient dans l'abondance, dans l'opulence, alors que toi tu es plutôt dans la misère, et que tu te rends compte que l'énergie nécessaire ou bien tous les efforts nécessaires pour te faire sortir de cette situation, on ne le fait pas. Donc si tu es au pouvoir, tu fais ces comparaisons, tu te demandes, si je n'étais pas au pouvoir, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse? Et maintenant, si je suis si j'étais au pouvoir, qu'est-ce que j'aurais aimé que l'opposition fasse? Je crois que par ce jeu, nous allons tous comprendre ce qu'il faut. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des inégalités dans notre pays, beaucoup d'inégalités. Je sais que dans notre pays, aujourd'hui, il y a beaucoup de misère. Et je sais que ce qui aurait dû être fait ne l'a pas été suffisamment. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait par ignorance ou bien ils ne l'ont pas fait par choix? Et je crois que, disons, ils l'ont fait plutôt par un choix. Et je crois que les débats, les discussions doivent permettre à chacun de pouvoir se remettre en cause et de mieux faire. Au-delà de l'éternel que nous évoquons, sans doute qu'un certain nombre de paramètres ont contribué à ce que UNI puisse gagner toutes les élections et à ce que l'opposition puisse les perdre toutes. Vous savez que, et je ne le cache pas, nous avons souvent contesté les conditions dans lesquelles les élections ont été souvent organisées. Nous avons souvent parlé des fraudes, nous avons parlé toujours des violences dans certaines zones, etc. Et bien évidemment que ces éléments sont à prendre en considération. Et il faut voir aussi du côté de l'opposition le manque de moyens, les questions de division entre nous. Ce sont des éléments. Mais vous savez, je ne renonce pas à ce que j'ai dit. Même sans pouvoir, sans moyens, si Dieu décide que les choses pourraient se faire autrement, les choses se feront autrement. Regardez dans la Bible, Dieu s'est servi de 3 lépreux simplement pour mettre en déroute toute une armée. Et donc, je ne peux pas faire une démarcation entre ma foi chrétienne et ma vie politique. Je sais que je ferai les efforts qu'il faut faire. Je sais que je dois mener la lutte qu'il faut mener. Mais je sais que, en définitive, le dernier mot appartient à Dieu. Voilà. Vous avez évoqué Dieu longuement et de façon sincère quand vous étiez ici il n'y a pas très longtemps dans le cadre de la dernière élection présidentielle. C'est que quelque part, il ne vous a pas écouté, vous. Il ne vous a pas exaucé. Il n'a pas qu'il ne m'a pas exaucé. Et regardez, quand nous prions, nous demandons au Seigneur que sa volonté soit faite. Et demandons au Seigneur de nous montrer sa volonté. Je m'engage, j'y crois, je demande. Mais je demande toujours que ce soit sa volonté qui soit faite. Je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas écouté. Et peut-être que l'heure n'a pas encore sonné. Et d'autres peuvent voir que je n'ai pas atteint l'objectif. Mais probablement que j'ai fait avancer quelque chose. Peut-être qu'on ne voit pas. Donc moi, je ne peux pas dire que Dieu ne m'a pas écouté. Son heure n'a pas encore sonné. Et il est possible que cet engagement, d'autres aient tiré déjà profit et qu'il y ait eu quelque chose que notre pays a pu tirer de cet engagement. De sorte que, pour moi, que la volonté de Dieu soit faite. Nous commentions en réalité une déclaration du secrétaire exécutif du parti au pouvoir. Et il a évoqué le fait que UNI a gagné toutes les élections. Mais il n'a pas manqué de souligner que le défi, c'est le défi du bien-être des populations. Justement, sur cet aspect-là, comment faire pour que les Togolais, qu'ils soient dans les grandes villes, qu'ils soient à l'intérieur du pays,
ait accès, par exemple, à de l'eau, à de l'électricité, sans distinction, qu'il ait des salaires assez dignes, parce que quand on fait des comparaisons avec les pays voisins, les salaires du Togo ne sont pas aussi solides que ça. Et qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, lorsqu'on a plus de pouvoir, lorsqu'on a plus de moyens, on a plus de responsabilités. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le parti au pouvoir s'est uni. Et de ce point de vue, puisque le pays est dirigé par UNI, ils ont plus de responsabilités. Et cette responsabilité devait les conduire à se demander qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait plus de cohésion dans notre pays. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le pouvoir ne soit pas une finalité en soi et que ce pouvoir soit un instrument. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos querelles ne soient pas simplement des querelles sur comment les élections ont été organisées, qu'on puisse dépasser cela pour faire des réflexions de fond sur l'éducation, sur la pauvreté, sur la situation des enfants, la situation des femmes. Et donc, puisqu'ils ont plus de responsabilités, c'est surtout à eux de pouvoir aussi mieux écouter l'opposition pour qu'on puisse dépasser ces querelles à répétition et qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce qu'il faut pour que notre pays avance. Et vous savez, de ce point de vue, moi, mon parti, le PSR, a des idées précises sur la question. Et vous savez, lors de nos dernières des élections présidentielles, nous avons avancé beaucoup d'idées. Et nous sommes persuadés que nous ne pourrions pas avancer sérieusement dans notre pays en faisant abstraction de ces idées. Et nous sommes toujours disposés à toujours contribuer donc, au bien-être de la population par nos réflexions et jusqu'à ce que nous ayons le pouvoir de pouvoir changer les choses. Justement, sur une éventuelle entente où je ne parlerai pas de collaboration, comment faire pour que les idées qui sont les vôtres, par exemple, soient aussi en même temps utilisées par le pouvoir? Parce que dans certains pays, on puise dans les idées des autres. Vous savez, moi je l'ai déjà constaté. Lors des élections législatives de 2007, le PSR avait parlé de la gratuité de l'école. Nous avons beaucoup développé cette question à l'époque. Certains du RPT s'étaient moqués de nous à l'époque. Mais après, ils se sont saisis de l'idée et malheureusement, ils ne l'ont pas mis en œuvre comme on aurait souhaité. Lors des dernières élections, si vous suivez bien notre projet de société, sur ce qu'il faut faire pour promouvoir les compétences nationales, les produits togolais, et j'ai développé beaucoup d'idées sur cette question, j'ai l'impression que dans leurs affirmations tout au moins, ils semblent prendre en compte cet élément, mais la mise en œuvre. Rappelez-vous, j'avais dit également qu'on ne peut pas faire de la solidarité nationale sans se connaître. De sorte que j'ai dit, si j'étais élu, en réalité, je procéderais à un recensement de tous les Togolais, de sorte qu'on connaisse chacun d'entre nous. Même l'enfant qui vient de naître a une identité, on connaît son évolution au cas où il serait dans une difficulté. Que faire pour installer cette solidarité? Et je crois avoir compris qu'une loi avait été aussi votée pour prendre en compte ce recensement biométrique de tous les Togolais. Et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je suppose qu'ils écoutent dans une certaine mesure. Mais il faudrait en ce moment que la mise en œuvre soit faite correctement, de sorte qu'on puisse tirer profit donc, de cette démarche. Et c'est en cela que je dis, je peux ne pas être au pouvoir. Et je sais que en parlant, il est possible que le pouvoir écoute ce que l'on dit. Et quand nous critiquons et que nous revenons souvent sur certaines choses, c'est en réalité pour que ceux qui ont le pouvoir de changer les choses puissent au moins comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et s'ils peuvent prendre ces idées, même sans nous, l'essentiel c'est qu'ils puissent les mettre en œuvre. Et ce faisant, nous contribuons déjà au développement de notre pays. Vous savez, il arrive par moment que je me dise, c'est quoi ce combat dans lequel je me suis engagé? Parce que c'est fatigant, c'est éprouvant. Et pendant des moments où je semble être fatigué, il y en a qui te disent, si vous ne l'aviez pas fait, peut-être que la situation aurait été plus grave. Et je vous dis, quand on te dit de pareilles choses, tu te dis que je dois pouvoir continuer.
mener cette lutte. Et si ce n'est pas par moi-même, et d'autres viendront poursuivre la lutte pour que nous puissions avancer. Voilà. En 9 ans, il faut dire que selon les chiffres officiels, la pauvreté a relativement régressé dans notre pays. Un certain nombre d'infrastructures ont été mis en place. Vous connaissez également le programme PND. Et globalement, sur ce que fait le pouvoir là, en termes d'infrastructures, qu'est-ce que vous leur décernez? Vous les incitez à continuer? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, réaliser des infrastructures, c'est un besoin pour notre pays. De ce point de vue, personne ne pourrait le contester. Mais quels sont les moyens mis en œuvre pour réaliser ces infrastructures? Si vous investissez, il faut que ces investissements puissent être rentables, de sorte à pouvoir faire face aux dettes. Et s'endetter pour investir, d'accord. Mais il faut aussi que cela se fasse dans la transparence, de sorte qu'on puisse savoir les fonds qui ont été mis en jeu, les réalisations qui ont été faites, et s'il y a des détournements, qu'on puisse sanctionner ces personnes. Et donc, la réalisation des infrastructures, c'est un besoin, mais il ne faut pas le faire de sorte qu'on s'endette au-delà de nos capacités, première exigence. Deuxième exigence, il faut faire des investissements qui puissent permettre de faire face au poids de la dette. Et troisième exigence, il faut une transparence également dans la gestion de ces fonds. Voilà, je crois, ce qu'il convient de dire. Et aujourd'hui, du point de vue de la transparence, nous ne pourrions pas dire que nous constituons véritablement un modèle. Et du point de vue du dispatching, du nord au sud dans les différentes régions, est-ce que vous sentez que c'est fait de façon relativement équitable ou pas? Relativement aux infrastructures? Oui. Vous savez, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez des zones où, effectivement, il n'y a pas vraiment des routes dignes de ce nom, de sorte que il faut le faire pour l'ensemble du territoire. Il faut le faire pour l'ensemble du territoire et de façon durable également. Et quand vous prenez Lomé, peut-être parce que pendant très longtemps également, et le régime est comptable de ce qui a été fait jusqu'à présent, comptable en ce sens que c'est la continuité. Et vous verrez que peut-être pendant très longtemps, il y a des choses qui n'ont pas été faites, de sorte que même à Lomé, il reste encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a quelques années, peut-être décennies, même au grand marché là-bas, vous voyez en pleine route un gros trou, et en pleine route au grand marché. Et vous voyez en somme, aujourd'hui, on peut dire que on ne constate plus cela. Mais ce n'est pas encore réglé. Quand vous allez dans la zone portuaire, et une zone qui rapporte beaucoup, vous constaterez aussi qu'il y a des routes là, dans un état de délabrement total, et qui reste encore à faire à Lomé. Il reste beaucoup à faire. Et c'est justement peut-être parce que pendant très longtemps, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Aujourd'hui, on le constate, il y a une évolution, mais il faut rattraper le retard et encore faut-il que cela se fasse dans la transparence sans endetter le Togo au-delà de ses capacités. Quand on parle de UNI, en réalité, l'idée c'est de Faure Gnassingbé qui venait suppléer ou remplacer son père, feu le général Gnassingbé Yadema, qui était lui porteur d'une autre idée, celle du Rassemblement du peuple togolais RPT. Puisque UNI a gagné toutes les dernières élections, est-ce qu'il n'est pas en train de réussir quelque part? Faure Gnassingbé a fait oublier définitivement son feu père. Non, soyons quand même sincères et reconnaître que UNI, c'est plus ou moins cette continuité du RPT. Il a bénéficié des moyens et donc des structures du RPT. Et je crois qu'il n'aurait pas pu accéder au pouvoir dans les conditions qu'il a eu à faire sans le soutien donc du RPT. Et donc, cette démarcation est plus théorique que pratique. Il faut être sincère, reconnaître cela. Et peut-être qu'il a eu cette volonté. Et j'aurais été plus satisfait si du point de vue donc, de la gestion, il y a eu une réelle démarcation par rapport à ce qu'on avait connu jusque-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment cette démarcation, cette transparence qu'on aurait
puis attendre donc cette rupture totale par rapport à ce qui existait. Non, mais quand même, est-ce que c'est pas astucieux, est-ce que c'est pas intelligent que d'avoir pensé à créer un parti comme UNI en remplacement du parti au pouvoir de l'époque, le RPT? Parce que si le RPT était encore au pouvoir, ou si c'est toujours dénommé le RPT, vous savez tout ce qui allait être dit. Vous savez, si il arrivait un jour que je change de nom, ça ne me changerait pas, je demeure ce que je suis en réalité. Et au lieu de changer de nom, le RPT aurait pu peut-être changer totalement sa politique, sa façon de faire, et on l'aurait totalement applaudi également. Donc c'était le choix du président de la République, on ne peut pas le lui reprocher. Mais j'aurais souhaité que ce choix puisse s'accompagner d'une nouvelle façon de faire, de façon peut-être radicale, c'est tout. Vous ne sentez pas un parti, vous sentez pas la rupture? Honnêtement, je n'ai pas senti cette rupture. Je n'ai pas véritablement senti cette rupture par rapport à ce qui aurait pu se faire. Mais je vais vous faire une confession peut-être en direct sur les antennes. En 2005, nous avons rencontré le président de la République qui était juste à ses débuts. Quand je parle nous, ce n'est pas moi personnellement, c'était avec l'opposition. Et à l'époque, le président de la République, ce jour-là, je crois, la présidente de la République était avec le ministre Boudjouna, je crois qu'il n'était que deux, et l'opposition, nous étions une dizaine de personnes. Et j'avoue que quand j'avais écouté le président de la République ce jour-là, il avait fait preuve d'une très grande ouverture. Je me rappelle sur certaines questions que j'avais personnellement posées, il avait dit, et sur cette question, je n'ai pas une idée précise, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir réfléchir sur cette question? Et j'avais vu véritablement que, en tout cas, mon sentiment à l'époque, c'était qu'il avait une réelle volonté de faire autrement les choses. Quand bien même c'était une période de crise, je me disais, je me suis posé cette question, mais si ce régime était si ouvert, qu'est-ce qui fait le problème au Togo et qu'on ne peut pas s'entendre pour continuer? Je fais aussi une confession sans donner le nom. Et à la sortie, j'ai posé cette question à un aîné qui était aîné en politique depuis longtemps. Il m'a dit, fais attention et observe, on verra. Je crois que c'est la réponse qu'il m'avait donnée à l'époque. Je ne dis pas la totalité de sa réponse. Et il aurait pu effectivement s'engager dans une nouvelle voie et faire autrement les choses. Est-ce qu'il n'en a pas eu la volonté? Est-ce qu'il n'en a pas eu la possibilité? Et je n'en sais rien, mais je suis persuadé qu'on peut faire autrement les choses dans notre pays. Ce que vous dites remonte à 15 ans maintenant. En 2005. Oui, c'est ça. Oui, 2005. Mais à cette époque, vous pensiez que le régime était prédisposé à s'ouvrir beaucoup plus. Je parlais de cette rencontre que nous avons eue ce jour-là. Vous avez été déçu par la suite? Par la suite, je n'ai pas vu véritablement cette transformation parce que les discussions qu'on avait eues ce jour-là me laissaient penser que il était prêt vraiment à changer beaucoup de choses. Parce que celui à qui vous posez une question et qui vous répond que sur cette question, je n'ai pas une idée précise. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette question? Et moi, j'avais senti une réelle ouverture. Et malheureusement, comme je le disais, je n'ai pas vu les idées progresser dans ce sens. Vous avez annoncé un nom et qu'on n'entend plus véritablement Pascal Boudjouna parce qu'il était avec lui en 2005 quand vous l'avez rencontré. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il manque à la politique nationale? Tous les Togolais manquent à la politique, ceux qui ont été connus et qui par la suite se sont mis peut-être à l'écart ou par la force des choses. Et bien évidemment, comme tout citoyen et surtout de son rang, et il a certainement des idées à faire valoir. Et je crois que c'est aussi son devoir, mais aussi, je dirais, son droit de se taire s'il le décide, parce que c'est aussi un choix que de se taire. Mais je sais qu'il a des idées qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Voilà. Bien, merci. Nous sommes avec le professeur Woulou, commis du PSN. Nous venons de passer 45 minutes avec lui. Et comme c'est de tradition les dimanches, et à partir de cet instant, nous allons aussi permettre aux auditeurs de participer à l'émission avec les questions à notre invité sur 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Je ferai également le plaisir de vous faire réagir quelques commentaires qui sont laissés
et sur notre page Facebook par les amis qui nous regardent un peu partout dans le monde. Le téléphone. Allô, bonjour. Allô? On n'a pas encore le premier auditeur. Pas de souci. Vous allez pouvoir écouter les auditeurs à travers les haut-parleurs qui sont dans le studio, le temps d'avoir le tout premier auditeur. Nous allons parler de ce déplacement de Faure Gnassingbé puisque nous évoquons Faure avec son parti uni. Il était il y a quelques jours en France. Ça a été massivement commenté. Vous n'étiez pas surpris par tous les commentaires qui étaient faits autour de ce voyage? Je dirais qu'il fallait s'y attendre parce que effectivement, cet aurait souhaité qu'il ne soit pas reçu par le président de la République française et d'autres effectivement souhaitaient qu'il soit reçu de sorte qu'on puisse faire taire les rumeurs selon lesquelles le courant ne passe plus. Et donc, dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu toutes ces réactions. Mais l'important est ailleurs. Nous verrons cet important dans un instant, et puisque finalement on m'a dit que le téléphone a commencé par fonctionner. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, c'est... Oui, c'est Pélé. Oui, Pélé, comment est-ce que vous faites pour être souvent le premier? Ah ouais, on est toujours premier à l'école. Ok, allez-y. Bon, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Oui, je pense qu'il faut toujours féliciter un opposant au Togo, parce que nous sommes devant une dictature qui ne dit pas son nom. Depuis bientôt 60 ans. En 2023, on aura 60 ans avec le RPT. Bon, moi, la question aujourd'hui, je pense que nous tous, ceux qui font face à ce régime, c'est la tenance. Bon, est-ce qu'on en devait de ces élections de janvier février, le RPT a tendu la main à l'opposition et qui sont rentrés dans le jeu de la Sénat? Est-ce que la Sénat peut faire l'affaire, monsieur le professeur? Avec le pourcentage de ces gens qui sont à la Sénat là, est-ce que la Sénat peut faire l'affaire? Deuxième préoccupation que je voudrais dire, les retombées de monsieur le président Faure Gnassingbé au retour de la France nous fait dire qu'on a fait partie l'entraîneur et on a nommé monsieur, comment on appelle, le professeur à l'économie, Kako Ngoupo. D'accord, ok. Oui, à l'équipe là. Bon, est-ce qu'on a vu, on a écouté M. Kako Ngoupo face au franc CFA. Est-ce que Kako Ngoupo va encore se positionner ici, c'est-à-dire va rester sur sa position pour rester dans cette affaire ou bien va changer les armes? Bien, on a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. Pélé, nous allons permettre à notre invité de réagir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Pélé. La première question, c'est de savoir si la Sénat peut faire l'affaire. En réalité, nous dirons que nous sommes en train d'essayer quelque chose. Et il y a quelque chose de pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. On était dans une situation quelque peu bloquée et le gouvernement avait souhaité qu'il y ait des discussions pour l'organisation des élections régionales. Et nous avions fait observer que ce n'était pas possible sans des discussions préalables. Et ces discussions ont commencé. Nous avions insisté sur la nécessité que nous puissions être tous de bonne foi, qu'il y ait cette bonne volonté politique, et nous sommes engagés dans les discussions. Notre souhait, c'est qu'effectivement ces discussions aboutissent et que nous puissions transcender nos divergences et aller de l'avant. Et pour y parvenir, il faut à la fois la volonté du côté du pouvoir et aussi du côté de l'opposition. Et je crois que pour l'instant, c'est dans cet esprit que nous sommes et nous faisons évoluer les choses. Espérons que ça va durer et que ce soit un nouveau tournant pour notre pays. Et sur les autres questions, est-ce que le professeur Ngoupo va
rester sur sa position. Et je ne peux pas vous le dire à lui de répondre à sa question, mais je sais que lorsqu'on a des convictions et lorsque ces convictions sont basées sur des analyses scientifiques, et le professeur Nboupor est un scientifique de haut rang, et lorsque vos analyses sont basées sur des éléments scientifiques, et on ne renonce pas à ses convictions du jour au lendemain, peut-être qu'il peut les exprimer d'une autre manière, parce qu'il existe plusieurs façons de dire une même chose. Et au fur et au fond, il est peu probable qu'il change d'avis. Mais peut-être qu'il peut l'exprimer autrement. Et voilà. Oui. Retomber, donc le départ de l'entraîneur. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas une blague? Parce qu'on a constaté ça sur les réseaux sociaux. Le deuxième auditeur, allô? Oui, on vous appelle comment? Jérôme. Ok. Par rapport au code de loi, c'est-à-dire, monsieur le professeur, j'ai l'impression que les Togolais se laissent insulter. Si un entraîneur vient vous entraîner et que finalement il n'a pas obtenu au résultat du contrat, est-ce que c'est à l'étranger qu'il faut aller le dire pour entendre les journalistes par une conférence de presse et annoncer par des questions maintenant quel point il a été faible ou avant d'être démissionné pour que le Togolais le sache et qu'il a appris. Et voilà ma question. Parce que ça me prend de l'inquiétude que je vois qu'on a beaucoup de possibilités aux étrangers pour les nationaux. Et ils font que ça passe par la question. Bien, merci pour la question. Oui, si je comprends bien, c'est que il n'est pas heureux du fait que ce soit à l'étranger que Claude Leroy aille annoncer sa démission. Oui, en fait, il y a un certain nombre de Togolais qui n'ont pas compris la démarche parce que c'est à l'extérieur du Togo qu'il a fait cette annonce. Et j'avoue qu'il aurait été préférable qu'il le fasse au Togo ici. Je prends un exemple peut-être avec l'entraîneur de Bayern de Munich qui doit partir très prochainement, qui dit qu'il ne voudrait pas que ces joueurs l'apprennent d'une autre personne, qu'il préfère lui-même leur dire directement. Et il a eu, je crois que c'est un respect dû peut-être à ses partenaires. Quoi qu'on dise, il a été l'entraîneur donc du Togo. Et même si on n'a pas obtenu les résultats qu'il faut, les premiers concernés sont les Togolais. De sorte que je partage entièrement donc cette analyse. Il aurait été souhaitable qu'il le fasse au Togo, si même il pourrait le réitérer ailleurs. Donc je suis entièrement d'accord avec. Au-delà de Claude Leroy, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Même les acteurs politiques de premier plan dans nos pays, en Afrique, font ce type de démarche. Les premières déclarations sont réservées aux médias internationaux, notamment français. C'est une erreur, je crois. À mon avis, c'est une erreur. Il est probable qu'ils le fassent parce qu'ils pensent que cela donnerait plus d'écho à leur positionnement. Mais il est possible de le faire du territoire togolais, disons de leur territoire respectif, tout en faisant intervenir les médias étrangers. Et qu'on sache avant tout, donc les premiers concernés par nos décisions sont nos concitoyens. Troisième auditeur, allô? Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, il vous écoute, mais votre voix ne porte pas assez, Gévagos. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, dans ce pays, nous lamentons trop. Parce que chaque fois, les opposants sur les médias disent que, bon, ils ne se comprennent pas. Donc, pour moi, ils sont assez grands pour se comprendre et résoudre le problème du pays. Chaque fois, c'est toujours le ministre qui est au pouvoir, chacun vient et on crée des partis politiques jusqu'à ce que la population est fatiguée. Et en plus, maintenant, la présidente parle tellement de Dieu, c'est comme si, quand on n'avait pas amené Jésus, nos grands-parents ne connaissent pas Dieu. Moi, je voudrais savoir, comment est-ce que on peut faire si nous nous concentrons sur nous-mêmes, nos désirs, nos décisions? Parce que tout ce qui s'est fabriqué dans ce monde, ce sont des Blancs. Et actuellement, il est professeur au Louvre. Il a enseigné. On lui avait enseigné. Et ceux qui sont dans le gouvernement aussi, on les a enseignés. Tout ce qu'ils font là,
et chacun parle de Dieu. Est-ce que probablement il existe un Dieu? Si nous, la population, nous sommes toujours dans la souffrance, et ces gens qui sont payés et qui sont aux commandes du pouvoir disent que c'est Dieu qui les a placés là-bas. Moi, je voudrais savoir où se trouve même Dieu quand chacun appelle tout moment que c'est Dieu qui lui avait donné ceci, c'est Dieu qui lui avait donné cette chose, c'est Dieu qui lui avait réveillé, mais nous sommes dans la souffrance. Et les opposants aussi parlent de Dieu. Celui qui a au pouvoir dit que c'est Dieu qui l'avait placé là-bas. Moi, je ne comprends pas. Bien, merci. Merci, Jaragos, pour votre intervention. Moi, ça va réagir. Oui, et vous voyez, ma foi religieuse, ma formation juridique m'amène à dire que la liberté de penser, la liberté de religion sont des droits fondamentaux. Je suis libre de parler de Dieu. Il est libre de parler de Dieu. Avant l'arrivée des Blancs, nos parents avaient des dieux. Chacun est libre de croire en Dieu. Ce n'est pas pour moi un problème. Qu'est-ce que vous faites de votre croyance? C'est l'élément fondamental. Et donc, si on veut peut-être à d'autres occasions, je vous parlerai peut-être de Dieu tel que moi je le conçois comme je crois, et je dis je suis chrétien. Donc quand je dis chrétien, j'ai confessé le Seigneur Jésus. Que d'autres croient en l'existence d'autres dieux, c'est leur liberté. Mais moi, je le réclame, je le réaffirme en quelque sorte. Mais qu'est-ce que je fais de ma foi? C'est la question essentielle. Mais la pertinence de la question de l'auditeur se trouve dans le fait que, par exemple, vous vous réclamez du même Dieu que ceux qui sont au pouvoir. Quand le secrétaire exécutif de l'UNI évoquait l'Éternel, en faisant sans doute allusion à la Bible. J'ai déjà répondu à cette question en disant que à chacun de faire la part des choses, parce que c'est Dieu qui voit les cœurs. Je ne peux pas parler à la place du secrétaire général de l'UNI. Il a parlé de Dieu parce qu'il y croit. Moi, je parle de Dieu parce que j'y crois. Et qu'est-ce que je fais de ma foi? C'est ça le plus important. Donc, tout le monde appelle Dieu Dieu, d'accord, mais la Bible a prévu toute cette situation également. Voilà. Il y a cette question aussi qui ne manque pas de pertinence. C'est la question de Claude, qui est une question qui est envoyée depuis B. Il dit que malgré la souffrance, et que sans doute le Seigneur connaît, il continue de soutenir ceux qui sont au pouvoir. Il ne comprend pas. Vous savez, Dieu est un Dieu souverain. Il nous laisse parfois le temps de faire autrement les choses. Et ce sont des questions de foi personnelles. D'autres peuvent dire que si Unir est là, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu. C'est également leur foi, je dirais. Et ce n'est pas parce que Dieu existe qu'il n'y aurait plus de souffrance dans le monde. Et il faudrait que chacun d'entre nous aussi puisse tourner son cœur vers Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Et ne cherchons pas forcément le bonheur dans l'opulence. Et rien ne dit que ceux-là qui sont aujourd'hui riches ou bien qui sont au pouvoir, ce n'est pas simplement ceux qui sont au pouvoir qui sont riches. Mais il y a des riches qui ne sont pas plus heureux que les pauvres. Et donc, nous devons mieux méditer et savoir ce qu'il faut faire. L'existence de la pauvreté dans le monde n'exclut pas l'existence de Dieu. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Rodrigue. Comment vous allez? Je veux très bien, monsieur. Ok. Je dis bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue. Je vais très bien. D'accord. D'abord, je rends grâce à Dieu pour le départ de M. Claude François Jean-Marie Leroy. Enfin, ces décideurs qui ont décidé, et je dois utiliser un peu le thème, serait un peu plus fort, entre guillemets, ces mangeurs qui ont trompé le chef de l'État en faisant croire que Claude Leroy était le Messie togolais. Merci, Seigneur Dieu. Je voudrais également rendre grâce et dire merci à tous les journalistes sportifs qui ont contribué au départ de ce monsieur. Franchement parlant, on en avait marre. Claude Leroy, si j'ai bonne mémoire, il a apporté une canne à 88 au Cameroun. Si j'ai bonne mémoire.
Il est venu au Togo. Il a fait quoi? Autant de défaites, autant de matchs nuls. Je crois un coup de victoire. Pour 36 matchs. Mais c'est pas possible. Merci. Une chose est de faire partie Côte de Roi, l'autre est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour réorganiser le football togolais. Et je voudrais ici exhorter tous les journalistes sportifs de part de bord, de faire bloc pour qu'aujourd'hui, surtout les supporters, parce que je me rappelais, et au stade, lorsque le jour-là, il y avait un gala, le chef d'État est venu, Côte de Roi, démission, je ne sais pas qu'est-ce dire là. Je sais qu'il a directeur sportif. Aujourd'hui, j'ai enlevé sa main, Côte est parti. Une chose, comme je vais te le dire également, c'est de faire l'après Côte de Roi pour que le football togolais puisse retourner son blason. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On a compris, Rodrigue, on a compris. Si vous avez une question, l'après Claude Leroy, c'est la question, je crois. Oui. Et pour la deuxième question, s'il vous plaît, je voudrais dire à notre invité, c'est un politique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, qu'est-ce que lui, moi, en tant que professeur au Louvre, je vois qu'il était candidat à la élection présidentielle, je crois. Oui, c'est vrai. Oui. Le score qu'il a eu, on l'a vu. C'est parce qu'il y a eu une désunion notoire de l'opposition. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition, il n'est pas tant que les anciens l'attendent. Et que on est de nouvelles têtes. Merci pour l'émission. Bien, merci, cher ami. Rodrigue, on a senti quand même que c'est un grand fan de football et surtout des éperviers du Togo. Et comment comprenez-vous le fait que autant de Togolais aiment autant le football? Vous savez, le football est un jeu très répandu. Et tous, dès notre première enfance, c'est ce que nous avons pratiqué. Vous avez peut-être avec une orange, vous commencez à jouer au football. Et à l'époque, on vendait même des ballons à 100 francs, et les ballons en plastique là. Donc, tout le monde peut pratiquer le foot. Quand vous comparez ça, par exemple, au volleyball, qui exige déjà des filets d'un certain niveau, et vous comparez ça au basketball, mais ce n'est pas aussi répandu que le foot dans les villages, un peu partout. Aujourd'hui, et depuis toujours, les enfants ont pratiqué le football. Et vous voyez, même sur le plan mondial, le football est le premier sport. Et de sorte que, effectivement, l'engouement pour le football va de soi, en quelque sorte. Rodrigue, finalement, il est un passionné, là, quand on l'écoute. Et je crois que beaucoup de Togolais sont passionnés. Et si aujourd'hui, ça ne se manifeste pas beaucoup, je suis persuadé que c'est parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Si notre équipe nationale était une équipe très performante, vous aurez vu l'engouement des Togolais pour le football. L'après Claude Leroy, en réalité, vous avez abordé cet aspect il y a quelques instants. La suite de sa question, c'est... oui, on parle de l'union de l'opposition. Est-ce qu'il n'est pas temps que les anciens partent? Que les anciens partent pour que... On a écouté ça aussi, venant même de certains acteurs politiques, qu'il faudrait qu'un certain nombre d'acteurs de l'ancienne génération puissent céder la place. Vous savez, les organisations se font au niveau des partis politiques. Et il appartient à chaque parti politique de s'organiser, de faire un renouvellement de l'équipe dirigeante. Mais ceux qui ne sont pas aujourd'hui engagés politiquement ou qui veulent s'engager, ils n'ont pas besoin de faire partie des choses pour s'engager. Ils n'ont qu'à prendre position, ils peuvent éclipser ceux qui sont là depuis plusieurs années. Le départ d'une personne de la vie politique ne se décrète pas par une autre personne. Il est au sein d'une formation politique, que cette formation politique puisse décider de son avenir. Mais on n'a pas besoin d'éclipser ou bien de chasser qui que ce soit. Prenez vos engagements, prenez vos décisions, manifestez-vous dans les partis politiques. Si vous voulez créer d'autres partis politiques, pour moi, la multiplicité des partis politiques est une traduction également de la liberté politique, la liberté d'opinion. Chacun est libre de le faire. Et la sélection se fera le moment venu. Faites valoir vos idées. Et moi, je ne m'en prends pas à ceux qui étaient ou à ceux qui viendront après.
que chacun se demande qu'est-ce que je peux faire, qui s'engage pour faire ce qu'il peut faire. Nous avons déjà plus d'une centaine de partis politiques au Togo, donc vous encouragez à ce qu'on en crée d'autres? Ce n'est pas ça. Quand vous avez une centaine de partis politiques, combien de partis effectivement sont sur le terrain? Combien de partis effectivement travaillent? Il y a une sélection naturelle, en quelque sorte. Et si aujourd'hui d'autres partis se créent, s'ils ne sont pas viables, ils vont disparaître. Ceux qui sont là et qui ne sont pas engagés ne savent pas parfois les sacrifices que cela exige. Et donc, chacun est libre de créer sa formation politique. Et vous verrez, et en tout cas pour moi, c'est conforme à notre constitution. Et les partis qui ne sont pas viables finiront par disparaître d'eux-mêmes. Allô? Allô, Bonjour. bonjour, c'est M. Kolani de Tiaboua. Comment vous allez? Je me porte très bien. Ah, Il fallait m'inviter le professeur Olo. Bonjour, M. Kolani. Oui, professeur Olo, je sais bien que je suis un opposant comme toi. Et que nous savons tous que le régime, et aujourd'hui nous constatons aussi qu'au niveau de l'opposition, nous ne mettons pas le peuple au centre de ce que nous faisons. Vous voyez les élections que nous venons de faire, présidentielles, le chef de l'État même sortant, pour le de même Assemblée, a bien dit qu'il a constaté la majorité des Togolais qui sont sortis. Et avant cette élection, la Tour a fait un atelier. Vous avez participé à le 7 de février, où les conclusions, tout le monde a applaudi. Seul le seul parti politique qui n'a pas été, c'est l'ANC. Il était à l'Assemblée. Et tout le monde disait, si ceux qui allaient à l'Assemblée ont voté, les Togolais seront très fiers. Et c'est là où la Tour a fait la tournée. Et ils ont constaté que le peuple ne voulait plus les écouter. Et le 14, le 17, tout est sorti avec qui. Mais toutes ces populations sont sorties. Vous avez constaté que Afro Barmet même a dit la population, cette population togolaise ne veut plus jusqu'à ce mandat du chef de l'État. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on vous appelle pour aller discuter. Quand, peut-être, on ne peut pas me dire qu'on a gagné parce que nous disons la vérité des îles. Il n'est pas sur la table, il est en exil. Vous pensez que les conclusions qui vont sortir là, ils peuvent le mettre en application, même s'ils le mettent en application, c'est pour qui, c'est pour le peuple. Est-ce que ce peuple-là qui est sorti là, en lui sanctionner là, si vous ne dites pas la vérité, mais vous allez créer des conditions, quelles que soient les conditions, ceux qui vont alimenter la population. Bon, aujourd'hui, il faut mettre la population, il faut écouter la population, le filtration. Sinon, vous allez vous porter les conclusions, je ne sais pas, nous on est filtrés, nous la population, tant qu'on ne trouve pas la vérité des uns, ou bien qu'on s'assied, ou bien qu'on appelle à donner de rentrer, ou qu'ensemble vous vous asseyez, et c'est vous seul, c'est que le parti pouvoir en train de jouer encore. Merci pour votre thème. bien, merci. Finalement, Kolani, il a fait son commentaire. Et au fond, est-ce que vous avez retenu quelque chose? Si vous en avez retenu, Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois qu'il dit que cette rencontre sans Agbeoumé ne donnera rien. Le retour d'Agbeoumé au pays ne dépend pas de moi. Et si je me rappelle bien, au moment des crises, je dis qu'il était possible qu'il y ait des passerelles entre le régime et Agbeoumé. Le régime sait où se trouve Agbeoumé. Agbeoumé sait comment prendre des contacts avec le régime. Bon, si parce qu'Agbeoumé n'est pas là, et si je comprends bien M. Kolani, nous aurons dû refuser la main tendue donc pour cette discussion. C'est une option. Nous n'avons pas opté pour cela, en quelque sorte. Et je vous ai dit, il y a quelque chose de pire que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Donc, ceux qui disent qu'il faut attendre le retour, mais qu'ils fassent ce qu'il faut faire, pour que Agbeoumé revienne et qu'il se joigne aux discussions. J'ai dit cela n'est pas de mon pouvoir. Mais pour cette raison, est-ce qu'il faut croiser les bras et ne rien faire? Je ne crois pas. Et donc, moi, je respecte beaucoup la liberté d'opinion de chacun et je fais une analyse, ce qui je crois être conforme à mes convictions et au regard des moyens dont je dispose, je choisis les actions. La question de Robert, il nous dit, sa question c'est de savoir pourquoi la plupart des intellectuels togolais n'arrivent pas à dénoncer la malgouvernance. C'est ça la question, et il a ajouté une deuxième partie, que le président de la République était allé à Paris pour négocier l'affaire Bolloré par hasard. En fait, il met un point d'interrogation. Bon, les intellectuels ne dénoncent pas la malgouvernance. Là encore, je vais dire dans une certaine mesure, je suis d'accord qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement de la part des intellectuels togolais.
Je l'ai moi-même dit à maintes reprises. Et si les intellectuels ne s'engagent pas, c'est dommage. Parce que c'est à eux peut-être de donner l'exemple, c'est à eux de mieux instruire la population. Bon, et j'essaie de faire ce que je peux faire. Et je sais quand même qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui auraient pu faire beaucoup de choses pour notre pays et qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que le prise de position, par exemple, ce qu'il dit, dénoncer, est-ce que ça peut influencer la situation au pays? Ça pourrait l'être. Regardez, lorsque il y a eu des moments de manifestation ici où on réclamait un certain nombre de choses, moi j'avais pris position, j'avais même fait des vidéos à l'endroit des intellectuels togolais. Imaginez un seul instant que les professeurs d'université en tant que corps se mobilisent pour dire que sur cette question, ce n'est pas bien. Parler au gouvernement au-delà de toute démarche partisane. Que les avocats dans ce pays, l'ordre des avocats, disent ce n'est pas ça. Nous n'avons pas de position politique, et disons de partisane, mais la vérité est là, la réalité est là. Que les professeurs d'université le fassent, que les avocats le fassent, que les médecins le fassent. Mais en réalité, ça peut changer beaucoup de choses. Mais lorsque ces corps, ce ne sont que quelques-uns, lorsque ces corps se taisent par calcul politique, et bien évidemment, je dirais qu'ils ne donnent pas le bon exemple. Deuxième partie de la question, est-ce que vous pensez que le passage de Faure Gnassingbé à Paris, c'était pour négocier ou pour discuter de l'affaire Bolloré? Vous savez, il peut y avoir un aspect officiel et des aspects officiels. Je ne suis pas dans le secret des dieux, de sorte que je ne peux pas me prononcer sur cette question. Voilà. Après Koulani, en direct, on va essayer d'avoir un auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, quel est votre nom? Nous avons quelques difficultés pour avoir correctement cet auditeur qui voudrait bien participer à l'émission, mais malheureusement on l'a perdu. On va essayer de récupérer quelqu'un derrière lui. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, votre nom? Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Moi, c'est Mathieu, j'appelle de la Belgique. Mathieu, vous êtes en direct, allez-y. Est-ce que le professeur Oulouk partage ainsi la souffrance de tous les Togolais, lui même pas souffrance, il était BN. Alors, actuellement, personne ne peut faire la visite sécurité. Personne ne peut rien acheter au marché qui peut devenir les prix des choses qui peuvent devenir flambées en un seul jour compte tenu des fonds péages. Est-ce que le professeur Oulouk fait au niveau de ses collègues du gouvernement pour pouvoir revenir à cette décision-là, du moins aller progressivement. En un seul coup, parce que moi, je suis allé, et la vie sécurité, je fais à 4 000 en un seul coup, on me parle de 19 000 francs parce que ma batterie, il me faut 15 000 francs. Vous voyez. Et maintenant, ce que je payais 300 francs, en un seul coup, on me dit qu'il faut payer 500 francs. Maintenant, nous sommes des gens qui achètent le maïs un bon de mort tous les jours. Alors, après, le maïs est déjà passé à 1000 francs. Moi, j'aime beaucoup quand c'est 50 francs, 100 francs, j'achète. Alors, après, si j'aime pas acheter que dans 300 francs, je ne peux pas faire la chose. Qu'est-ce que les professeurs vous faire dans ce sens-là? D'accord. Moi, je suis un grand militant de l'UNI. Mais dans ce sens-là, parce que le professeur vous peut faire pour nous aider. C'est pas des questions très différentes. Bien, merci Mathieu de nous avoir appelé. Il décrit quand même une situation qui est réelle. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont laissées par rapport aux frais de péage qui ont été augmentés récemment et les répercussions sans doute sur la vie de tous les jours. Votre réaction? Non, je crois qu'ils ont parfaitement raison. Ce constat, nous l'avons tous fait. Et ces difficultés quotidiennes, nous les vivons. Et c'est justement pour cette raison que parfois nous avons l'impression que le pouvoir ne connaît pas les réalités de notre pays, les difficultés auxquelles les gens sont exposés. Il ne faut pas se fier à certains chiffres pour dire la pauvreté a reculé, etc. Les Togolais sont dans des difficultés réelles. Les gens pour manger, ce sont des difficultés. Et nous qui vivons, qui côtoyons ces situations, nous comprenons le désarroi donc des Togolais. C'est vrai qu'il y a une minorité, peut-être qui ne fait pas 5% de Togolais, qui sont en mesure véritablement de subvenir à leurs besoins. C'est une réalité.
Bon, qu'est-ce que nous faisons? Et nous ne pourrons que... Mais il vous a confondu à un ministre, en réalité. Parce qu'il a dit collègue du gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement, mais je suppose que à force d'en parler, à force de dénoncer cette situation, les membres du gouvernement finiront par nous écouter. Il a eu lui-même à dire clairement qu'il est un militant de unir, un militant convaincu de unir. Et donc qu'on sache que la misère dont on parle, ce ne sont pas simplement les militants du PSR ou les militants de l'opposition qui en souffrent. C'est une question générale. Et je crois que venant peut-être de moi opposant, le pouvoir pourrait penser que c'est une position partisane. Celui qui en parle dit qu'il est un militant convaincu de unir. Donc raison de plus pour que le gouvernement sache que la population est en difficulté réelle. Ce n'est pas une question partisane, c'est une question objective. C'est vrai aussi que Mathieu, on n'a pas vu sa carte de militant. Ça aussi, il faudrait le noter. Nous avons la question de Bertrand qui nous regarde, ou qui nous écoute depuis Dito Gomme. Il dit, étant du monde universitaire, qu'est devenu, ou bien que sont devenus les essais des médecins des universités togolaises sur la Covid-19, parce qu'entre-temps, on avait entendu, on a appris que des essais avaient eu lieu au niveau de l'université au début de la survenue de cette pandémie. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à propos? C'est vrai que vous n'êtes pas de ce monde-là. Voilà, je n'ai pas les informations nécessaires sur cette question. Mais sur la question de la pandémie en général, on sait qu'il y a une certaine flambée depuis quelque temps et les chiffres augmentent, les cas de contamination sont de plus en plus grands et que les autorités ont dû prendre un certain nombre de mesures. Et sur toutes ces mesures qui sont prises, quel est votre regard? Est-ce que vous sentez que les Togolais sont pressés, un peu plus pressés? Non, je crois qu'il faut une responsabilité personnelle. Et toutes les mesures peuvent être annoncées, mais si nous ne faisons pas preuve aussi de discipline sur le plan personnel, nous ne pourrions pas avancer. De sorte que je considère que les mesures barrières qui ont été prises dès le départ doivent être respectées par chacun d'entre nous. Et vous savez, je connais des gens qui ont été malades, qui se demandent où est-ce qu'ils ont eu la maladie, parce que quand ils réfléchissent, ils disent où est-ce qu'ils ont eu cette maladie. Parfois, c'est quelques secondes d'inattention. Il nous arrive sans nous laver les mains, de tenir nos nez comme ça suffit pour être contaminé. Donc, c'est cette question de vigilance à tout moment, se laver régulièrement les mains et utiliser donc les gels qui nous permettront véritablement, garder les distances qui nous permettront vraiment de venir à bout, à mon sens, de ce truc-là. Et prendre plus ou moins notre mal en patience, et de sorte à accepter ces contraintes pour un temps, et on finira par sortir de ce mauvais pas. Et quand on parle de contraintes, les Togolais regardent ce qui se fait ailleurs. Ils ont l'impression des fois qu'ils sont confinés, qu'on leur demande de faire un peu trop par rapport aux Ghanéens, par rapport aux Burkinabés, aux Béninois. Est-ce que le gouvernement togolais, par exemple, ou les autorités, avec d'autres choix? J'avoue que sur cette question, moi je dirais simplement qu'il vaut mieux prendre les précautions. 2 précautions valent mieux qu'une. Et quand on nous demande de prendre des précautions, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il faut prendre notre mal en patience. Il n'y a jamais trop de précautions. Et si dans d'autres pays, ils décident de ne pas prendre les mesures barrières, c'est leur choix, en réalité. Mais quand tu sais qu'en prenant ces mesures barrières, elles ne te coûtent rien pratiquement. Si nous comparons ça avec la situation de la vaccination, là il y a des incertitudes, mais porter son masque, se laver régulièrement les mains, garder une distance raisonnable, finalement, qu'est-ce que cela nous coûte? Moi, je crois qu'on peut être discipliné de ce point de vue pour limiter les risques. Nous nous protégeons et nous protégeons nos familles. Bien, merci. Un auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pierre. Oui, Pierre, depuis Vaughan? Oui, Comment vous allez? je vais bien. Bien, vous êtes à l'antenne. Bon, non, c'est au sujet de la suspension de la vaccination du coronavirus. Moi, j'ai remarqué sur la part que la date de prévention de ce vaccin était de 13 avril 2021 et ils ont vacciné des gens chez nous jusqu'à 22h, 23h du 12 avril 2021. Et le numéro de l'autre, c'est le 41 20
de sacré. Donc, lorsque le gouvernement était plus vigilant de la vaccination, on ne pense pas que dans les principes de l'être on a voulu vacciner tant nombre de personnes perdues pour le vacciner le vaccin. Mais ma question est de savoir, est-ce que à quelques heures de la date d'expiration du vaccin, est-ce que cela ne va pas éviter sur... Oui, en fait, oui, Pierre. Pierre? En fait, alors, il pose une question technique. Nous avons ici un juriste. Oh oui, on a quand même noté l'essentiel. Je disais tantôt que la question que vous posez est une question qui est adressée malheureusement à un universitaire qui est juriste et qui n'est pas... cette compétence. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de débats autour de la vaccination, sur même les vaccins qui sont utilisés en Afrique, AstraZeneca. Certains pays ou certaines personnes ont des doutes sur la qualité ou l'efficacité de ces vaccins. Je ne sais pas si vous partagez ces doutes-là ou pas. Vous savez, nous n'avons pas d'éléments ici pour procéder aux analyses. Dans ces conditions, au moins nous pourrons suivre ce qui se passe ailleurs. Et quand vous vérifiez, dans la plupart des pays européens, ils ont émis des doutes, des réserves sur ce vaccin. Si les gens n'avaient pas émis des réserves sur ce vaccin par rapport à leur effet, ils ont l'efficacité, oui, mais des effets secondaires importants. Dans certains pays, on a réservé ce vaccin qu'à ceux qui sont âgés de plus de 65 ans. Dans d'autres pays, 60 ans. Dans d'autres pays, 55 ans. Je crois même qu'un autre pays, c'est 30 ans. Donc cela voudrait dire que nous sommes dans une zone d'incertitude. Il y a un problème, mais pour l'instant, il n'y a pas de certitude dans la matière. Bon, face à ce problème, que devons-nous faire? Et vous savez, moi, mon analyse est la suivante. C'est qu'on évalue le risque et on cherche les risques que comporte également la solution. Et on fait des comparaisons. En France... Mais en termes de comparaison, je crois que pour l'instant, les bénéfices l'apportent largement. Non, un instant. Les bénéfices par rapport au nombre de personnes susceptibles d'être exposées. Quand vous prenez la France, avec 100 000 morts, faites le pourcentage par rapport à la population togolaise. Et vous verrez que le nombre de décès en France, comparé à la population togolaise, le nombre de contaminations, une question de rapport. Cela voudrait dire que le phénomène n'a pas la même ampleur au Togo et en France. Donc quand on compare, on va se dire, vu les risques, donc il est préférable de prendre cette vaccination, même si peut-être 1 million de personnes, si 3, 4, 5 pourraient mourir pour sauver le reste, tant mieux. Mais est-ce que la situation au Togo est la même qu'en France? Est-ce que la situation au Togo est la même qu'aux États-Unis? Et je crois que ce sont ces analyses objectives qu'il faut faire pour savoir quelle est la meilleure solution possible. Parce que le principe de précaution aussi voudrait que face à une incertitude, qu'on prenne quand même des dispositions. Voilà. Donald Soussou, il veut savoir si vous-même vous avez déjà pris le vaccin. C'est une question personnelle. C'est une question personnelle. Nous allons peut-être un dernier auditeur avant de clôturer cette émission. Allô, bonjour. L'auditeur, est-ce qu'on l'a? Oui, bonjour. Oui, c'est tout comme la vie. Oui, vous êtes le dernier auditeur, allez-y. Oui, j'aimerais saluer notre invité ce matin. Hein. Vraiment, je salue son humilité. Lui, il est opposant, mais il le connaît lorsque il pouvoir faire ces choses qui sont bonnes pour la population. Il vient de reconnaître que le route était vraiment impeccable, mais avec la politique des grands travaux du pays, on a décidé aujourd'hui au moins dans des routes. Et les efforts doivent aussi continuer à se faire comme ça se fait en France, aux États-Unis, partout. Moi, je voudrais savoir, il a des bonnes idées. À part être le président de la République, s'il devenait qu'il n'a pas la possibilité d'accéder au pouvoir, qu'est-ce que ça ne serait pas bien que ces idées puissent chercher au moins faire un effort pour gagner au moins une mairie ou bien des régionales pour pouvoir au moins concrétiser ces bonnes idées qu'il a fait d'avancer. Je voulais savoir, est-ce qu'à part être président, est-ce que ces idées ne peuvent pas servir
au moins les qualités de notre terroir par ces actions et par cette politique. Merci comme l'envie. Voilà la question. Je retiens plutôt la question, est-ce que, et si je ne peux pas accéder ben, je dis, je n'ai même pas besoin d'exercer une fonction pour faire avancer mon pays. Par les débats que nous faisons, par nos idées, et je crois que tout le monde peut écouter, y compris le régime, écouter ce que nous disons pour les mettre en œuvre. Je suis dans le cadre d'un parti politique et notre ambition, c'est de conquérir non seulement la présidence de la République, mais également toutes les mairies, autant que faire se peut. Et nous sommes allés aux élections municipales. Nous irons encore aux élections municipales et aux élections législatives. Donc, nous ne faisons pas de la présidence de la République un objectif exclusif. C'est la transformation de notre pays qui constitue notre objectif. Sans doute que vous serez également, par exemple, pour les élections régionales. Si je ne le suis pas personnellement, mon parti le sera, c'est sûr. Encore 4 minutes, nous allons dire un mot de l'actualité africaine, puisqu'on sait qu'actuellement, il se passe des choses du côté du Tchad. Le Tchad, dont le président est au pouvoir depuis des années, et son mandat est contesté. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au Tchad. Oui, et vous savez, de façon... Contesté même avec des armes. Oui. Un pouvoir qui dure trop, finalement, ça ne peut être qu'une mauvaise chose. Si nous étions dans un royaume, les choses se feraient autrement. Et vous voyez que les royaumes qui parviennent à durer, les systèmes qui parviennent à durer en tant que royaume, c'est les systèmes dans lesquels les rois n'ont pas de pouvoir politique. Donc il faut qu'on le comprenne comme cela. Et comme les Togolais, comme les Tchadiens, il y a toujours des hommes en mesure de faire autrement les choses. De sorte que rester au pouvoir éternellement ne peut pas être quelque chose de bénéfique pour tout un pays. Et c'est dommage qu'on en arrive à ces situations et prions que la situation au Tchad aussi soit vite réglée de sorte que les armes se taisent. C'est indispensable pour l'avancement de toute l'Afrique. Pour ceux qui diront au pouvoir, parmi eux, il y a Denis Sassou Nguesso, 36 ans, et il vient de gagner la dernière élection présidentielle officiellement avec 88,57%. Vous comprenez que je ne peux pas me réjouir non plus de cette situation. Je ne peux pas trouver que cette solution n'est pas bonne au Togo, n'est pas bonne ailleurs et qu'ensuite que je félicite le président congolais. C'est une question de principe. Et vous voyez, après 36 ans au pouvoir, j'ai suivi lors de leur campagne où ils soutenaient qu'ils vont développer maintenant l'agriculture. Et si c'est après 36 ans au pouvoir que vous faites un projet pour développer l'agriculture, il y a un problème en réalité. Mais je reste sur la question des principes et relativement à la situation particulière du Congo, les Congolais sont mieux placés pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Mais sur les principes, ce n'est pas acceptable. 88,57%, c'est ça pour le président Denis Sassou Nguesso. Pas très loin de ces chiffres-là, 86,37% pour Patrice Talon du Bénin, qui lui aussi a fait un coup KO. C'est devenu un effet de mode, les élections au premier tour. Au-delà du résultat, la façon dont les choses se sont passées au Bénin, je ne suis pas béninois, mais je me rends régulièrement au Bénin, j'enseigne au Bénin, et je suis très intéressé par ce qui se passe dans ce pays. Mais je vais observer quand même que le fait même que les réformes ont conduit à exclure un certain nombre de candidats d'un certain niveau, et cela voudrait dire qu'il y a un problème. La vitalité de la démocratie voudrait qu'il y ait plusieurs candidatures et des gens en mesure effectivement de compétir pour éventuellement obtenir le suffrage du peuple. Et si le président Talon a pu se maintenir, et je crois quand même qu'il doit pouvoir se demander, faire une comparaison d'un point de vue démocratique. Pour moi, les réussites économiques doivent aller également avec les principes démocratiques. Et si véritablement, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, on peut craindre que le Bénin aussi nous recule sur le plan démocratique, et ce serait dommage. Prions que les acteurs politiques se ressaisissent vite pour faire avancer les choses. Merci d'être venu, professeur Wolu Komi. Je rappelle que vous êtes également du PSR, l'émission
Elle s'achève, elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Et elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierre Roitier. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche midi. Au revoir.